La technique marche, bonsoir. Bienvenue à ce symposium. Je suis extrêmement triste de voir que l'horloge ne fonctionne pas correctement avec le nom que j'ai. C'est une honte pour moi. Donc au moins en tant que doyen, je devrais faire que les heures soient correctes. J'ai quand même des choses un tout petit peu plus intelligentes, quoique, à partager avec vous. D'abord, vous dire bonsoir à tout le monde. Remercier la section des sciences fondamentales de nous donner l'occasion de faire ces 5 à 7. Qu'est-ce que ça veut dire 5 à 7? On peut se poser des questions. Il y a des âges pour tout, y compris pour les 5 à 7. Nos 5 à 7 ont un petit peu comme objectif, à la lumière de ce qu'on a fait ces dernières années et qui est un événement important dans la faculté de médecine, puis faculté de biologie et médecine, c'est les leçons inaugurales qu'on a fait. Quand on a un nouveau professeur, on lui donne l'opportunité de se présenter devant sa famille, devant ses pairs. Et là, ce qu'on souhaitait faire à travers ces 5 à 7, c'est vous présenter un petit peu les axes stratégiques qu'on a définis au décanat. Alors, est-ce qu'on a de la place dans un décanat de faire de la stratégie? La réponse est non. C'est très simple parce qu'on a l'université d'un côté et puis on a le CHUV de l'autre et c'est eux qui font la stratégie et nous sommes tentés de trouver quelques solutions malgré tout qui soient politiquement correctes. Le CHUV est un espèce de grand paquebot, l'UNIL est un porte-avions ou l'inverse. Et de temps en temps, ce que l'on voit, c'est qu'un avion décolle et tente d'atterrir sur le paquebot, ce qui n'est pas toujours bon. Et nous sommes en fait dans la faculté de biologie et médecine une espèce de petite goélette qui est entre les deux, qui navigue de conserve avec ces deux grands bateaux et on essaye malgré tout de trouver des solutions pour regarder comment est-ce qu'on peut développer l'avenir avec les cliniciens, avec les chercheurs, les gens des sciences fondamentales, les psychiatres, les infirmières, enfin toutes sortes de peuples qui travaillent avec nous. Et notre but, c'est finalement de mettre à leur disposition des structures qui leur permettent de travailler. Il y a quelques mots qui sont pour certains un peu insultants, qu'on n'emploie pas. Et si on ne les emploie pas, je ne peux pas vous les donner. D'accord. Non, ce qu'on essaye de faire attention dans la stratégie qu'on a développée, ce n'est pas d'utiliser le mot oncologie, on l'a déjà utilisé largement, ce n'est pas trop utiliser médecine de précision ou santé personnalisée ou des choses comme ça. Qui sont vus comme des éléments un peu arrogants. Nous, ce qu'on a essayé de faire dans la faculté de biologie et médecine, c'est de vous proposer une vision, somme toute, assez simple de ce que l'on peut faire ensemble dans 2 sections qui sont comme 2 grands piliers qui soutiennent un pont dans lequel nous voulons travailler et traverser pour que les échanges puissent se faire. Nous ne voulons pas avoir qu'une seule tête, rassurez-vous, les biologistes sont des biologistes, les médecins sont des médecins, chacun a son rôle, sa fonction. Chacun doit travailler dans les domaines de compétences qui sont les siens, mais le but, c'est de faire un petit peu de l'ensemble. Alors, on a préparé un petit film avec le SAM, non pas notre ongle, mais c'est notre oncle, SAM, c'est notre service d'appui multimédia qui est aussi à la disposition de la section des sciences fondamentales, je voudrais vous le dire, qui présente très brièvement la stratégie que le décanat souhaite mettre en place. Et aujourd'hui, c'est le 2e axe que l'on présente, puisqu'au mois de décembre, nous avons eu le premier événement que l'on a fait au CHUV, qui était sur les humanités en médecine, qui est cet axe d'insertion sociétale qui nous paraît important. Et puis, on a reçu une philosophe, Cynthia Fleury, qui est venue nous parler de la place de la philosophie dans la prise en charge de la société malade. Et là, je vous laisse regarder. Les scientifiques de la faculté biologie et médecine sont au cœur du savoir fondamental et clinique. À la croisée du CHUV et de l'UNIL, chercheurs et médecins ont un point commun. Ils travaillent sur le vivant. Ces femmes, ces hommes, créent et partagent des savoirs allant de la biologie fondamentale au monde animal jusqu'aux organes et au cerveau humain. Biologie, médecine. 2 cultures, 2 territoires. Au-delà de ces différences, c'est aussi une création subtile. Tous les acteurs la construisent, chacune et chacun est partie prenante de l'ensemble. Toutes les disciplines s'entremêlent pour mieux prendre en compte la complexité des thèmes et faire progresser les connaissances. Chercheurs et médecins, tous trouvent leur place dans un des 6 axes développés par la FBM. Les technologies innovantes, comme le développement des connaissances pour la dissection cellulaire, l'imagerie, la robotique, la télémédecine. L'évolution écologie, autrement dit, une meilleure compréhension des systèmes biologiques. Il s'agit par exemple de la communication entre les plantes, l'organisation des fourmis ou des poissons, les blés transgéniques. La structure-fonction, comme la recherche sur les mécanismes structuraux, moléculaires et génétiques, ou encore sur la biologie synthétique. La recherche clinique, orientée vers les patients.
l'homme-environnement, qui s'intéresse à l'immunité, les bactéries, les maladies infectieuses ou encore la vaccinologie. L'insertion sociétale, par exemple la médecine communautaire, la santé publique, la formation des soignants, la recherche sur les organisations complexes. Construire des ponts entre ces différents axes, mais aussi développer des synergies et des collaborations entre les sciences cliniques et les sciences fondamentales. C'est la mission que s'est fixée le département facultaire de soutien académique. Cette création subtile, qui se construit au sein de la faculté biologie et médecine, va s'affiner au fil des semaines. Alors aujourd'hui, nous présentons l'axe évolution, le EE. Écologie, évolution, on a beaucoup de chance d'avoir des grandes stars internationales qui nous font le plaisir de vous présenter ce qu'ils font, ce qu'ils ont envie de faire. C'est vraiment un tout petit aspect de quelque chose qui est extrêmement important. Mais la faculté de biologie et médecine veut soutenir cet axe qui est extrêmement important pour la société, qui est important pour nous, qui est important pour l'université. Et pour moi, c'est un vrai privilège de donner la parole d'abord au premier orateur. Et puis j'espère que le second ne sera pas pris dans les bouchons. Il est sur la route, je ne sais pas encore s'il est là. J'espère qu'il ne sera pas trop stressé en arrivant. Mais quand on parle de microbes, tout est possible. À toi, Yann. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, comme le doyen a nous dit, je vais parler aujourd'hui de la biodiversité des microbes pour nourrir notre planète. Alors, même si c'est moi qui parle tout seul aujourd'hui, je ne travaille pas du tout seul. Nous avons plusieurs d'autres collaborateurs. Alia Rodriguez de l'Université nationale de Colombie qui est là aujourd'hui. Une entreprise qui s'appelle Symbiome en République tchèque. Nos collaborateurs en Nigeria, dans la ville qui s'appelle Zaria, aussi nos collaborateurs dans l'Institut international d'agriculture tropicale au Kenya et aussi nos collaborateurs en Tanzanie. Donc, la recherche que vous présente aujourd'hui, c'est une vraie collaboration internationale. Ce n'est pas seulement fait à l'Université de Lausanne. Alors, le doyen a montré une vidéo et dans la vidéo, vous avez déjà entendu qu'il y a des microbes, des bactéries qui causent des maladies. Si on demande au grand public à Lausanne, est-ce que les microbes sont bien ou mauvais? Ils répondent toujours, ils sont mauvais, les microbes causent des maladies, ils sont horribles les microbes, j'attrape la grippe chaque année, mais ils ne pensent pas des microbes qui peuvent nous aider. Mais il y a beaucoup, en fait, la plupart des microbes sont bien pour nous. Ici, dans cette photo, à droite, vous voyez le symbole de la première musée dédié à la diversité microbienne et c'est le symbole d'un homme qui a une couche des microbes sur la surface de sa peau. Et dans ce musée, vous pouvez voir tous les microbes qui sont bénéfiques pour nous ou pour les plantes ou pour l'environnement. Je vais parler un peu de cette diversité aujourd'hui. Avant, je vais juste vous montrer une petite vidéo qui en fait est la publicité pour ce musée parce qu'il explique dans cette vidéo pourquoi les microbes ou les communautés des microbes sont importants pour nous. I always thought I was alone. Apparently not. Seems I've got trillions of microbes to keep me company. Under my armpits, on my hands, under my feet, everywhere, in fact. And what's nice, they stick by me, which is actually a good thing, because microbes protect you. We've all got them, and we're constantly swapping them with each other. Our whole life revolves around microbes. They're in your food, in your tummy, and microbes can do hundreds of thousands of things. Meet your microbes in Micropia, Amsterdam.
Voilà, ça c'est une publicité pour ce musée. C'est vraiment bien. Si vous êtes à Amsterdam, il faut vraiment visiter ce musée parce que c'est vraiment super. Alors, les microbes et la diversité microbienne jouent un rôle extrêmement important pour notre écosystème. J'espère de montrer ça dans ces petites vidéos ici, parce que le rôle écologique des microbes, probablement le plus important au niveau mondial, c'est la dégradation de la matière organique végétale, comme vous voyez dans les vidéos ici. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que les plantes font la photosynthèse, elles prennent le CO2, le carbone dioxyde, et ensuite c'est incorporé dans la biomasse végétale. Et c'est seulement les micro-organismes, et surtout les champignons, qui ont la capacité de dégrader, digérer la matière organique végétale et remettre cette CO2 encore dans l'atmosphère. Et c'est les microbes qui permettent un équilibre de le niveau de CO2 et aussi le niveau d'oxygène dans notre atmosphère. Donc, cette diversité des microbes, parce qu'on a besoin d'une diversité des microbes pour digérer la matière organique végétale, est vraiment très important au niveau mondial. Alors, dans la fiche pour cette soirée, nous avons une plante, comme ça, et en fait, dans cette photo, vous ne voyez pas la vérité parce que, en fait, les plantes n'habitent pas du tout seules, les plantes habitent avec des microbes. Dans ce cas ici, dans cette photo, vous voyez une plante, elle a une racine là, une racine là, une racine là, et le reste de ce réseau en blanc que vous voyez ici, les petits filaments, c'est un champignon qui forme une symbiose avec des plantes. Et presque toutes les plantes ont ces champignons dans leurs racines. Et ces champignons s'appellent les champignons mycorhiziens à arbuscules, ou CMA. Et ici, dans cette photo, vous voyez les champignons que nous cultivons dans notre laboratoire et les spores des champignons autour d'une racine. Et ces champignons sont importants parce que les champignons vivent avec les racines à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, et aussi les champignons aident les plantes à pousser. Ici, vous voyez une plante sans les champignons mycorhiziens, et à côté, une plante inoculée avec les champignons mycorhiziens. Et ces champignons ont vraiment la potentiel d'augmenter la productivité de nos plantes cultivées parce que presque toutes les plantes qui sont cultivées en agriculture par les humains forment cette symbiose avec les champignons naturellement. Alors, ce soir, on parle de la biodiversité et je vais parler de la diversité des microbes, mais d'abord, je vais juste vous montrer l'importance des microbes ou les champignons mycorhiziens sur la diversité des plantes ou sur la diversité dans les communautés des plantes. Ici, vous voyez deux communautés des plantes qui étaient plantées avec exactement les mêmes espèces de plantes, mais la communauté ici, les plantes vivent avec les champignons mycorhiziens et vous voyez une bonne diversité des espèces de plantes divers. Ici, à côté, c'est une communauté où les plantes vivent sans les champignons mycorhiziens. Et vous voyez une grande différence de la diversité des plantes dans les deux communautés. Alors ce soir, on parle de la diversité microbienne et la diversité microbienne joue un rôle dans la diversité des communautés des plantes, comme vous voyez ici. Dans cette graphique en bas, nous avons les résultats d'une expérience qui a été faite en fait par mon premier doctorant quand j'étais à l'université de Bâle, où on a poussé des communautés des plantes avec des champignons mycorhiziens
et on a augmenté le nombre des espèces ou la diversité des champignons mycorhiziens dans ces communautés. Et qu'est-ce que vous voyez dans cette graphique ici? C'est que la diversité des plantes augmente avec une augmentation du nombre des espèces des champignons mycorhiziens. En même temps, la biomasse de la communauté des plantes augmente. Donc, la diversité des champignons mycorhiziens est importante pour la diversité des plantes, mais aussi pour la productivité des communautés des plantes. Alors, si on demande au grand public, par exemple, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un champignon mycorhizien à arbuscule? Ils vont dire non, c'est sûr. Mais l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, il connaît des champignons mycorhiziens. Ici, c'est un tweet dans Twitter de Bill Gates. Il a écrit « Cet champignon, oh, this may not sound appetizing, but this fungus may help feed the hungry ». Et Bill Gates, il est très intéressé dans cette problématique mondiale qui est la famine dans le monde. Et en général, ici en Suisse, c'est un problème dont nous ne sommes pas très conscients parce que nous habitons dans un pays riche et nous avons accès à beaucoup d'alimentation et de nourriture. Mais ce n'est pas le cas dans plusieurs régions du monde. Et les chiffres montrent qu'actuellement, à peu près 1 milliard de personnes dans le monde souffrent de faim ou malnutrition chronique. Et les chiffres sont encore plus déprimants parce que chaque année, au moins 5 millions de personnes meurent à cause directe de la malnutrition et malheureusement, à peu près 3,5 de ces personnes sont des enfants en dessous de l'âge de 5 ans, comme vous voyez dans cette photo ici, qui est une photo de la fameuse famine en Éthiopie dans les années 80. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis que vous avez pris le petit déjeuner et jusqu'à vous prenez le petit déjeuner demain matin, il y aura 13 000 personnes qui meurent à cause de la faim, et la plupart sont les enfants. Alors, si on regarde la littérature publiée par les Nations Unies, on peut lire que les famines, comme on avait dans les années 80 en Éthiopie, c'est le passé, que ça n'arrivera plus à cause d'une meilleure sécurité alimentaire. Mais en fait, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est la nouvelle, il y a 2 semaines, que 20 millions de personnes en Afrique de l'Est sont actuellement confrontées à la famine. Donc c'est une problématique qui est encore là. Nous n'avons pas résolu ce problème. Et juste pour mettre ces chiffres, pour comparer ces chiffres avec les grandes maladies du monde comme le VIH, malaria et tuberculose, ces maladies tuent à peu près 3,6 millions de personnes par année, mais on pourrait sauver la vie de 5 millions chaque année si on pourrait augmenter la production de notre alimentation. Donc, bien sûr, ça c'est un problème politique, social, économique, mais aussi nous devons aussi nous demander qu'est-ce que les scientifiques peuvent faire pour aussi résoudre ou essayer de résoudre ce problème. Et un problème, c'est que l'intensification agricole réduit aussi la biodiversité, qui est un thème de notre soirée. Et nous devons trouver des moyens pour augmenter la production de nourriture sans endommager les écosystèmes existants.
Et un moyen est d'utiliser la diversité naturelle pour améliorer l'agriculture et rendre plus productive et moins nocive pour l'environnement. Et je propose qu'on peut faire ça en utilisant la diversité génétique des micro-organismes. Alors, ce concept n'est pas du tout nouveau. Ici, vous voyez Norman Borlaug qui a développé les premiers programmes de croisement des plantes et il avait un grand succès pour augmenter la productivité des plantes cultivées. Et en fait, à cause de son travail, on avait la révolution verte où on a augmenté beaucoup la production des plantes cultivées et il a gagné le prix Nobel de la paix en 1970. Alors, pour notre travail ici, nous travaillons avec le manioc. C'est une plante qui est très intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi nous travaillons avec cette plante. Alors, le manioc, c'est une plante qui développe les racines tuberisées. C'est une plante avec l'origine dans l'Amazonie, en Amérique du Sud, mais maintenant, c'est cultivé en un peu plus que 100 pays dans le monde. Et cette plante nourrit à peu près 1 milliard de personnes chaque jour. Alors, si on regarde une carte du monde, la première carte montre où les personnes sont le plus touchées par la famine, et la deuxième carte représente les zones de production du manioc, et on voit que c'est un peu près les mêmes zones pour la production du manioc où les gens ont besoin de plus d'alimentation. Donc, si on peut augmenter la productivité de cette plante, peut-être on peut aider à résoudre ce problème de la famine. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème mondial, global, avec quelque chose de très petit comme les champignons, les micro-organismes? Et ça, je propose qu'on peut utiliser la diversité génétique des champignons mycorhiziens. Alors, pour utiliser la génétique des champignons, la diversité génétique, il faut d'abord comprendre les deux types de variations, la variation génétique naturelle qui existe chez les champignons mycorhiziens. Et ça, c'est le but de notre recherche. Alors, normalement, dans les populations de tous les organismes, entre les individus, il y a la variation génétique. Par exemple, si on prend 2 membres de notre population humaine, par exemple, un de Suisse, donc Roger Federer, le deuxième, c'est une Colombienne, Shakira. Les deux sont génétiquement différents, bien sûr, c'est normal si on prend 2 personnes aléatoires dans la population, ils sont génétiquement différents, et à cause de ces différences génétiques, ils ont un phénotype différent. C'est exactement pareil pour les champignons mycorhiziens. Ici, dans ce schéma, vous voyez deux spores des champignons mycorhiziens, comme vous avez vu dans une photo précédente. Et bien sûr, si on prend 2 individus des champignons mycorhiziens dans une population, on trouve que les champignons sont génétiquement différents. Mais ces champignons ont aussi un type de variation génétique qui est un peu différent que ce qui existe chez les humains. Et ça, c'est une variation génétique qui existe à l'intérieur des individus des champignons. Et c'est cette variation qu'on va utiliser pour augmenter la productivité des plantes. Alors, on peut mesurer avec les techniques de séquençage d'ADN, on peut mesurer le taux de diversité génétique à l'intérieur d'un champignon. Et ici, cette graphique, c'est juste une graphique d'une publication de notre équipe qui montre
le taux de diversité génétique à l'intérieur de plusieurs souches des champignons mycorhiziens. Et nous avons posé la question, est-ce que ce niveau de diversité qui existe à l'intérieur de ces champignons, est-ce que ça pourrait être important? Et la réponse est probablement oui, parce que si on prend, par exemple 25 personnes qui viennent de différents endroits dans le monde, la variation génétique entre ces 25 personnes, c'est le même niveau de variation génétique qu'on trouve à l'intérieur d'un seul spore d'un champignon mycorhizien. Alors, comment est-ce qu'on peut développer les souches des champignons mycorhiziens qui sont génétiquement différents? Alors, nous avons trouvé une méthode pour cultiver le champignon pour obtenir les souches qui sont génétiquement différentes sans créer des champignons OGM. Et c'est simplement un système de cultivation des champignons que je ne vais pas expliquer maintenant, mais avec ce système, on peut développer des souches de champignons qui sont génétiquement les mêmes si on regarde les gènes qu'ils contiennent, mais ils contiennent des différents nombres de gènes, donc au niveau des fréquences des gènes, il y a une différence entre les souches. Et si on met ces nouvelles souches sur les plantes, dans une expérience que vous voyez dans cette graphique, on voit qu'on peut changer la croissance des plantes en utilisant des souches différentes des champignons mycorhiziens. Ici, vous avez une graphique qui montre la croissance du riz, donc c'est une plante extrêmement importante au niveau mondial. Vous avez la biomasse des plantes qui sont inoculées avec les champignons qui sont génétiquement différents. Donc le premier ici, c'est le riz inoculé avec le champignon parent, et les autres, c'est le riz inoculé avec les champignons enfants de cette parent. Donc ici, vous avez par exemple 2 souches de champignons qui augmentent fortement la productivité, la croissance du riz. Donc un but vraiment essentiel ou objectif majeur dans notre recherche maintenant ici à Lausanne, c'est pour identifier exactement la nature de ces différences génétiques qui causent cette augmentation de la croissance des plantes. Alors, les résultats des expériences que vous voyez ici, c'est les résultats que nous avons obtenus ici à l'Université de Lausanne. Donc, ce n'est pas dans un système, un écosystème ou un agro-écosystème naturel. C'est dans un système qui n'est pas du tout naturel, dans les serres, ici, juste à côté de ce bâtiment. Donc, on voulait voir si on peut vraiment utiliser ces champignons pour augmenter la productivité des plantes cultivées, le manioc, dans les régions tropicales. Et pour faire ces expériences, je fais une collaboration avec le professeur Alia Rodriguez, qui vient de l'Université nationale de Colombie à Bogota. Et nous avons mis en place une collaboration pour faire les expériences sur terrain pour tester des différentes souches des champignons sur la croissance du manioc. Et notre collaboration marche comme dans les vidéos ici. Ici, nous développons les nouvelles souches des champignons mycorhiziens dans notre laboratoire. Ensuite, quand nous avons développé les nouvelles souches, nous envoyons les souches des champignons à une entreprise en République tchèque qui fait une production à échelle large avant que nous transportons les champignons en Colombie pour inoculation du manioc.
les premières expériences qui n'est pas avec des souches génétiquement diverses, mais seulement avec une seule souche des champignons mycorhiziens, a mis en évidence qu'on peut utiliser ces champignons pour augmenter la productivité du manioc. Ici, nous avons fait l'expérience dans 2 régions en Colombie, et dans la première région qui s'appelle Jopal, nous voyons qu'on peut augmenter la productivité par à peu près 20% en utilisant les champignons mycorhiziens. Et dans le deuxième endroit, on peut augmenter la productivité du manioc en utilisant les champignons mycorhiziens, mais aussi avec une diminution de le montant d'engrais, du phosphate qu'il faut mettre ou appliquer sur les plantes. Donc ici, on peut augmenter la croissance des plantes, mais en même temps, on peut utiliser moins de fertilisation sur les plantes. Alors, notre vraie question scientifique, c'est pas est-ce qu'on peut utiliser les champignons pour augmenter la productivité. Ici, oui, nous avons la réponse à cette question. On peut augmenter la productivité par à peu près 20%. Mais nous voulons faire quelque chose encore mieux. Et pour ça, on utilise la diversité génétique des champignons. Donc la question, c'est est-ce que nous pouvons utiliser la variation génétique des champignons mycorhiziens pour améliorer la croissance du manioc sur terrain en Colombie? Et la réponse est oui. Cette graphique, c'est un peu compliqué. Je vais expliquer maintenant parce que les résultats sont vraiment super pour notre projet. Alors ici, nous avons fait, c'est les résultats où vous voyez la croissance du manioc, c'est le pois sèche des racines du manioc, inoculé avec les différentes souches des champignons mycorhiziens, et nous avons utilisé 2 variétés différentes du manioc, et nous avons fait l'expérience ou répété l'expérience dans 2 années différentes. Et ce que vous voyez dans cette graphique, au premier, c'est, oui, bien sûr, la croissance du manioc avec des souches des champignons mycorhiziens qui sont génétiquement divers et vraiment différents entre les traitements. Par exemple, ici, nous avons des maniocs qui poussent très bien avec cette souche de champignons et des autres qui ne poussent pas du tout bien avec une autre souche. L'autre chose qui est importante, c'est que les résultats étaient plus ou moins les mêmes une année à l'autre. Et la troisième chose qui est importante, c'est que l'effet dépend sur la génétique des plantes. Ici, nous avons 2 variétés des plantes du manioc. Et l'application des champignons mycorhiziens a un grand effet sur cette variété, mais pas l'autre variété. Donc, la génétique des plantes et aussi la génétique des champignons est très important. Alors, dans cette graphique, parce que c'est un peu compliqué, je n'ai pas marqué ici quelles sont des souches des champignons qu'on a utilisées. Donc, dans le prochain graphique, vous allez voir juste une partie de cette graphique en plus de détails. Donc, c'est les mêmes résultats, mais juste une partie de cette graphique. Et je vais vous expliquer la génétique des souches qu'on a utilisées ici dans cette expérience. Donc, ici, vous voyez un schéma de ces champignons mycorhiziens qu'on a utilisés pour cette expérience. Et la première barre de cette graphique montre la croissance du manioc quand la plante vit avec le champignon parent. Ensuite, on a la croissance
des plantes ici et ici qui vivent avec les enfants, les champignons enfants de ces parents, et le reste sont les grands-enfants de ces parents. Et qu'est-ce que vous voyez ici, c'est que par exemple, la souche ici, SC2C, augmente beaucoup la croissance du manioc, mais un frère ou une sœur de cet champignon SC2A, qui est ici dans le graphique, diminue beaucoup la croissance de la plante. Donc ça veut dire, si on peut créer des souches, des champignons qui sont génétiquement différents, on a vraiment la possibilité d'augmenter ou supprimer la croissance des plantes. Alors, ces champignons sont des champignons suisses. Ce sont des champignons zurichois, en fait. Pas vaudois, zurichois. Et on peut poser la question, est-ce que ces champignons, est-ce que c'est dangereux de déplacer ces isolats ou ces souches des champignons dans d'autres parties de la planète? Parce qu'on a pris des champignons suisses et ils ont fait un petit voyage en Colombie pour nos expériences. Donc, nous avons fait une analyse génétique de cette espèce de champignons dans différentes parties du monde, en Europe, Afrique du Nord, Amérique du Nord, et nous avons vu, ou nous avons trouvé que des champignons mycorhiziens avec exactement le même contenu génétique qu'on trouve en Suisse, on trouve aussi en Afrique du Nord. C'est marqué en rose les génotypes des champignons suisses. On trouve exactement les mêmes en Afrique du Nord, Amérique du Nord, au Canada et aussi en Floride. Donc, la réponse est probablement, ce n'est pas très dangereux d'utiliser ces champignons dans les autres zones parce qu'on trouve déjà les champignons qui sont génétiquement presque identiques. Alors, j'ai montré la recherche que nous faisons en Colombie. Nous faisons la recherche sur terrain en Colombie parce que nous avons une collaboration très, très fiable là-bas. Donc, c'est très, très facile pour nous de faire les expériences en Colombie sur terrain. Mais où les gens mangent le plus de manioc, c'est en Afrique. Et en Afrique, c'est beaucoup plus difficile à travailler, mais nous avons mis en place 2 projets de recherche en Afrique pour essayer d'utiliser des souches de champignons mycorhiziens pour augmenter la productivité du manioc. La première collaboration, c'est ici en Nigeria, et l'université située ici s'appelle Ahmadu Bello University en Zaria, en Nigeria. Et c'est une collaboration entre nous, financée par l'Université de Lausanne, et nos partenaires en Nigeria, et aussi IITA, qui est l'International Institute of Tropical Agriculture. Et nos collaborateurs en Afrique sont financés par le Bill and Melinda Gates Foundation. Et nos premiers essais en Afrique montrent que avec certaines souches de champignons mycorhiziens, comme celui-là, on peut augmenter la croissance du manioc. Ici, nous avons utilisé, ou nos collaborateurs ont utilisé 4 niveaux différents de fertilisation, et nous voyons dans cette expérience, avec une fertilisation de 75% de la fertilisation utilisée ou conseillée pour l'utilisation de la cultivation du manioc, on peut augmenter la croissance du manioc par rapport au contrôle sans les champignons mycorhiziens. En fait, ça ne montre pas la vérité en Nigeria parce que ici, c'est la croissance des plantes en noir, c'est la croissance des plantes
sans engrais. Et ça, c'est la situation typique pour les agriculteurs en Afrique. Normalement, ils n'utilisent pas du tout la fertilisation. Donc, pour le vrai résultat, il faut comparer cet effet avec celui-là. Donc ça, c'est notre premier essai en Afrique. Malheureusement, là-bas, parce que la région dans le nord du Nigeria, c'est extrêmement dangereux. On peut faire la collaboration seulement par Skype ou avec WhatsApp. Donc, je parle avec les gens là-bas, j'explique qu'est-ce qu'il faut faire. Et heureusement, même si je n'avais pas la possibilité de visiter, on a des bons résultats quand même. Nous travaillons aussi en Afrique avec un projet un peu plus grand qui s'appelle MyCap, qui est financé par le FNS, où nous travaillons au Kenya et aussi en Tanzanie, et nous travaillons avec IITA et aussi une équipe financée par le gouvernement de Tanzanie, où nous sommes en train de tester à grande échelle 50 souches différentes des champignons mycorhiziens développés à l'UNIL avec nos collaborateurs. Il y a une deuxième partie de cette collaboration qui est très, très importante, qui est gérée par Alia Rodriguez de l'Université nationale de Colombie. Elle travaille avec nous et aussi IITA et un projet financé par la Gates Foundation où nous voulons isoler et caractériser au niveau génétique des champignons mycorhiziens qui vivent vraiment avec le manioc en Afrique de l'Est. Et nous espérons, dans un projet dans l'avenir, j'espère avec un financement du Gates Foundation, d'avoir la possibilité de tester ces nouvelles souches avec le manioc. Alors, donc, le message à emporter avec vous aujourd'hui, c'est bien sûr, oui, nous pouvons utiliser la diversité génétique des microbes pour améliorer la production agricole. Deuxième chose, c'est que nous, ici à Lausanne, sommes en train de rechercher et trouver les gènes dans les champignons mycorhiziens, dans les génomes des champignons mycorhiziens, qui sont responsables pour l'amélioration de la croissance des plantes. Et le troisième message à vous emporter aujourd'hui, c'est l'importance de diversité pour notre avenir. Malheureusement, une augmentation de l'agriculture, la surface utilisée pour l'agriculture, diminue fortement notre biodiversité. Mais en même temps, je crois qu'il faut comprendre la diversité des espèces, la diversité génétique des organismes, non seulement les micro-organismes, mais aussi les animaux et des plantes, parce que c'est quelque chose qui peut être utile pour notre planète, pour avoir un système agricole beaucoup plus sain. Alors, j'aimerais remercier tous mes collaborateurs avec lesquels je travaille pendant les années, donc nos collaborateurs en Nigeria, aussi nos collaborateurs de Tanzanie et Kenya, qui sont ensemble dans cette photo ici. Bien sûr, le financement du Bill and Melinda Gates Foundation, qui n'est pas un financement donné à l'Université de Lausanne, mais c'est donné directement à nos collaborateurs en Afrique. Et bien sûr, je dois aussi remercier WhatsApp parce que notre projet MyCap et aussi notre projet en Afrique, en Nigeria, Afrique de l'Ouest, ne pourrait pas fonctionner sans la possibilité d'être en contact avec les gens vraiment chaque jour. Donc ici, vous voyez les messages que j'ai reçus hier où c'est marqué
nous avons mis en place un système pour mesurer la température, blablabla. Donc, je reçois des messages chaque jour comme ça, et comme ça, nous pouvons contrôler qu'est-ce qui se passe là-bas et résoudre des problèmes quand il y a des problèmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes souvent quand on travaille sur le terrain. Et certainement, je dois aussi remercier ma collaboratrice Alia Rodriguez parce que je travaille avec elle pendant plusieurs années et c'était elle qui m'a convaincu de travailler avec le manioc parce qu'avant je travaillais avec le riz et seulement dans les serres. Et maintenant, je suis un peu plus ouvert à la recherche sur le terrain et c'était elle qui m'a convaincu de travailler sur le manioc et dans les vrais systèmes d'agriculture. OK, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de travailler avec des gens comme toi, qui illuminent un peu notre faculté, tout ce que tu as vraiment démontré par ton exposé, tout ce qui est important de faire, de faire bien. Alors, ma seule déception, c'est tout le plaisir que tu as travaillé avec le WhatsApp. Je suis désolé d'apprendre que c'est utile, mais enfin, je vais peut-être changer mon approche de ce genre de choses. C'est utile pour les classes. Ensuite, nous avons, et j'ai vu qu'il est arrivé, le professeur Marc-André Céleste, peut-être que tu le présenteras mieux que moi, mais une chose qui est importante, et ça m'a fait plaisir avec le titre de sa conférence, Jamais seul, les microbes omniprésents chez les plantes et les animaux. Eh bien, comme j'avais quelques ennuis de mes gardes, comme jeune interne, et qu'on faisait encore des grammes, pour prouver qu'on n'était jamais seul, je faisais un gramme de la plaque dentaire. Et comme vous avez fait ça, jamais seul, de manière définitive. Merci beaucoup de venir ici à Lausanne pour nous présenter vos visions du monde, de la biodiversité. Vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle et ce sont nos collègues du DE qui vous ont invité, alors peut-être qu'ils ont des choses plus intelligentes que moi à dire vous concernant. Mais merci d'être arrivé. Je sais que vous avez organisé avec subtilité votre vol, votre avion et votre arrivée, mais vous êtes là et j'en suis très touché. C'est la diversité informatique, parfois nécessaire. Alors, je dois dire que je n'en serais pas sorti sans les services du Moyen-Âge. Et donc, pour moi, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Et je voulais vous remercier à la fois pour votre invitation. L'occasion d'entendre Yann, c'est marrant parce qu'il faut qu'on se souvienne d'une chose, c'est que tu étais à mon jury d'habilitation. Oui, c'est juste. En 1960, voilà. Non. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, et je vous remercie vraiment de votre invitation. Alors, j'ai des choses moins utiles à dire que celles que Yann a proposées, parce que je crois réellement que la recherche que mène Yann, outre d'être publiée dans des revues dont vous avez vu qu'elle montre l'intérêt fondamental de sa recherche, c'est des travaux qui ont une utilité réelle. Hein. Je veux dire, il s'agit de nourrir le monde. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est un canevas conceptuel qui ne sert à rien, mais peut-être qui peut demain servir à travailler le monde plus en profondeur. Je voudrais donc vous montrer que les microbes sont vraiment omniprésents chez tous les organismes vivants. Et je voudrais commencer en appuyant sur ce qui a été dit, sur le fait qu'on ne fait pas une plante sans microbes. Alors évidemment, je vais parler un tout petit peu de mycorhizes, juste pour enchaîner, mais je voudrais vous rappeler que les mycorhizes, au-delà d'être importantes, elles sont même nécessaires. Quand les Européens ont essayé de planter des pins, vous savez, les pins, c'est quand même des organismes pionniers, ça pousse n'importe où, sur une friche agricole chez nous. Quand ils ont essayé de planter des pins sous les tropiques, où évidemment les pins n'existaient pas avant justement qu'on tente de les introduire, notamment pour refaire des mâts ou pour refaire des coques de bateaux qui arrivaient en ayant un peu souffert du trajet, eh bien, en plantant des graines, elles ne poussent pas. Elles ne poussent pas. Et puis, empiriquement, on a amené de la terre de métropole, on a amené des pins déjà enracinés. En fait, on a amené les champignons du sol qui font effectivement les mycorhizes. Alors, elles sont un tout petit peu différentes de celles que tu mentionnais parce que c'est d'autres plantes et d'autres champignons, mais ce sont bel et bien des interactions entre ces champignons et les racines des plantes. Ces mycorhizes-là, bon, qui sont plus celles qu'on étudie dans mon équipe, le champignon est densément visible à l'extérieur, il ganse d'un manchon important la racine. Il la déforme aussi, vous voyez que la croissance est
dichotomique, ce qui est assez inhabituel. Je dis parfois à mes étudiants que le champignon fait pousser la racine en chœur. Et ces mycorhizes sont, comme celles que tu présentais également, un tissage assez fin, à la fois de champignons, qui ici fait une espèce de couverture qu'on appelle le manteau, et de cellules racinaires, dont les plus externes sont délaminées par l'entrée des filaments du champignon. Bon. Alors ça, c'est des mycorhizes qui sont fort différentes parce que c'est celles qu'on trouve sur les arbres des régions tempérées, et en particulier les champignons appliqués, ce sont ceux que nous trouvons en forêt, ou que nous essayons de trouver dans le cas des truffes, des amanites, des cèpes, des russules, des lactaires. Enfin, c'est les 2 tiers des champignons forestiers. Et ces champignons forestiers de nos régions sont en fait spontanément présents, disséminés par des spores, et font que quand une graine de pin arrive quelque part, elle pousse. Quand on va sous les tropiques, les pins nous avouent quelque chose, c'est qu'il y a longtemps qu'ils ont oublié, à force d'être assistés par des champignons, comment on utilise le sol. Mais ça, évidemment, les sols de nos régions ne le montrent pas, puisque les champignons en question sont là. Alors donc, pour recaler les choses, cette histoire-là, c'est l'histoire des arbres, de beaucoup de ligneux des jaunes tempérés qui ont ces mycorhizes particulières. Yann, tu mentionnais le cas le plus général qui, sous toutes les latitudes, y compris les nôtres, associe la plupart des plantes, comme par exemple ce maïs, à des champignons, mais là encore, en un organe mixte qui fait intervenir ces filaments, et puis dans ces cas-là, des pénétrations intracellulaires. Bon. Dans tous les cas, on a une interaction qui est une interaction trophique, où les partenaires trouvent réciproquement leur alimentation, c'est-à-dire la plante nourrit le champignon, et puis, comme on l'a vu, le champignon aide la plante à se nourrir, voire même, dans certains cas, eh bien, c'est lui qui la nourrit, parce qu'elle serait très peu efficace aux fertilités ordinaires des sols pour le faire. Et cette dépendance-là, elle est vitale. Je ne vais pas insister plus longtemps dessus, mais on a là bel et bien, avec la mycorhize, un organe mixte, au sens où vraiment les 2 partenaires concourent à mettre en place la structure, et c'est un organe aussi parce qu'il y a une fonction derrière qui est une fonction de nutrition. Et ça, il y a plein d'autres types de mycorhizes qui font que 9/10 des plantes fonctionnent comme ça. Bon. Mais il ne faut pas être trophocentrique. Ce qui rajoute encore de l'intérêt à l'utilisation de ces champignons mycorhiziens, c'est que l'interaction se développe, se déploie bien au-delà de l'alimentation. Et elle se déploie notamment dans la défense des 2 partenaires. Et bon, comme on va être un peu phytocentrique, je vais vous inviter à regarder comment la plante est défendue. Je reprends mes mycorhizes, alors je suis désolé, les miennes sont plus des ectomycorhizes. Et vous voyez que quand on regarde cette racine, elle est complètement couverte d'un manchon de champignons qui fait qu'en fait, elle n'a plus les parties fines, celles qui ne sont pas entourées d'écorce, n'ont plus un accès direct au sol. Et donc, ni les toxiques du sol, ni les agresseurs biotiques du sol ne vont directement affronter la racine. C'est d'abord du champignon qu'ils rencontrent. Et puis, cette coupe ici de racines, où on voit les grandes cellules racinaires, a ceci d'intéressant, c'est qu'on voit que les cellules les plus externes se sont un petit peu déformées et ont un contenu qui a pris le colorant bleu de façon inhabituelle. Elles sont bourrées de phénol, de tanin si vous préférez. En fait, la présence du champignon induit la synthèse de tanin. Comme le champignon ne rentre pas dans les cellules, il ne les abîme pas, c'est absolument neutre quant à sa colonisation, mais en revanche, il prémunit la plante en induisant des défenses qui seront mises en place ici et libérées en cas d'attaque plus violente, en cas de dégradation de la mycorhize. Cette défense, par des effets de compétition pour l'accès à la racine, par l'induction d'un certain nombre de composés ou de mécanismes protecteurs, elle est encore plus complexe quand on s'intéresse aux parties aériennes. Effectivement, même les parties aériennes voient modifier leur capacité à se défendre. Et je reprends ici des travaux de Maria Pozzo. On voit que quand on inocule un botrytis, qui est un pathogène, sur des feuilles de tabac non mycorhizées ou mycorhizées, les dégâts sont bien plus importants sur les plants non mycorhizés que sur les plants mycorhizés. Et ce, alors que même que dans ces conditions, ils sont également nourris. On n'a pas simplement un résultat trivial de problèmes nutritifs. Quand on s'intéresse à des défenses, comme en particulier une protéase qui est sécrétée par la plante et qui détruit en fait les enzymes que le champignon utilise pour attaquer la plante, on voit que ces protéases sont induites beaucoup plus vite et en plus grande quantité chez les plants mycorhizés. En d'autres termes, il y a des effets directs des mycorhiziens sur les attaquants, il y a des effets de prémunition qui augmentent le niveau des défenses, mais il y a aussi des effets qui améliorent la capacité à répondre
aux pathogènes. Je vous renvoie, j'aurais dû écrire son nom, aux travaux de Maria Pozzo si vous voulez en savoir plus sur la carcasse moléculaire qu'on commence à décrypter, mais qui n'est pas encore complètement claire sur le pourquoi de cette capacité à se défendre mieux, mais clairement, la mycorhize n'est pas qu'une interaction trophique, et de plus, les effets protecteurs, eux, sont systémiques. Ils s'étendent bien au-delà de la zone colonisée par le champignon. Et donc, vitalement, effectivement, la dépendance pour la plante aux champignons est nutritive et en termes aussi de maturation, de fonctionnement optimal du système immunitaire. Est-ce qu'on peut comprendre un peu ce qui se passe? En fait, encore pas beaucoup, mais il y a quand même quelques travaux, comme les travaux menés à l'INRA de Nancy, qui permettent de faire un peu la lumière là-dessus. Voilà, par exemple, quelque chose qui a été un travail qui a été fait sur un petit peptide sécrété, parce que quand on séquence les génomes aussi bien des champignons endomycorhiziens que des champignons ectomycorhiziens, on s'aperçoit qu'ils sont bourrés de gènes correspondant à des toutes petites protéines sécrétées, donc qui passent dans le milieu. Et le milieu, c'est largement la plante. En plus, beaucoup d'entre eux se retrouvent particulièrement synthétisés dans la mycorhize. Alors ici, on en a rendu une de ces petites protéines sécrétées, fluorescentes. Bon, alors évidemment, il y en a plein dans le champignon puisqu'il est en train de les fabriquer, et on voit très bien ici en fluorescence que la couverture de champignons et les filaments qui s'insèrent entre les cellules en sont effectivement colorés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez qu'il y a ici de la fluorescence qui apparaît dans le noyau d'une des cellules de la racine. Si on incube cette petite protéine sécrétée avec des protoplastes de peupliers, sur lesquels on rajoute aussi du DAPI, qui est un colorant de l'ADN, on peut voir dans le canal de fluorescence du DAPI, qui est bleuté, on peut vraiment voir la position du noyau dans la cellule. Et quand on passe dans le canal de fluorescence de cette petite protéine sécrétée, on voit que le noyau est aussi imbibé de cette petite protéine sécrétée. Et quand on cumule les deux fluorescences, c'est vraiment au même endroit. En fait, on a là des protéines qui rentrent dans la cellule et qui vont bricoler le fonctionnement du cytosol et aussi, dans ce cas-là, celui du noyau. Plus particulièrement ici, ce petit peptide-là est impliqué dans une diminution locale, mais locale seulement, des réponses immunitaires qui permet aux champignons de s'installer sans être confrontés à une réponse de type réponse au pathogène. Mais il y a de multiples autres manipulations à découvrir, j'imagine, car il y a, je vous le disais, des centaines de tels gènes dans les champignons endomycorhiziens. Donc, finalement, ce que l'on voit ici, c'est que les partenaires sont modifiés par l'association. Et pour terminer sur les mycorhizes, elle nous illustre à la fois un fonctionnement en auberge espagnole où chacun amène ce qu'il sait faire, la photosynthèse ou l'exploitation du sol, mais aussi des modifications des partenaires et notamment des modifications pertinentes en termes de défense, de maturation ou d'optimisation du système immunitaire. Au-delà, ce que l'on voit, c'est que cet organe mixte, il est chimérique, non seulement par les tissus, mais on le voit aussi par les produits. Et tout récemment sortait aussi une publication, toujours du laboratoire de l'INRA de Nancy, le laboratoire donc de Francis Martin, qui montre que les plantes aussi envoient des petits peptides dans les champignons. Donc c'est vraiment une histoire symétrique. Cela dit, cette vision de partenaire qui fonctionne en auberge espagnole, quitte à se modifier un petit peu, n'est pas complètement exacte. Et il y a une autre symbiose dont je voudrais vous parler, qui est aussi une symbiose de plantes, celle des engrais verts, qui, elle, nous révèle plus encore qu'un fonctionnement en auberge espagnole. Vous savez que beaucoup de plantes comme les trèfles, les luzernes, les vesses sont des fixatrices d'azote. Et on les appelle souvent des engrais verts. Ce qui est faire peu de justice en fait à ceux qui font le boulot. Parce que si ce sont des engrais verts, si effectivement ces plantes sont capables de transformer l'azote atmosphérique en azote organique et donc d'enrichir les sols, c'est largement une histoire de bactéries. En effet, il y a sur les racines des nodosités de couleur un peu beefsteak, rougeâtre, qui, quand on les observe en microscopie électronique, sont bourrés dans leurs cellules de bactéries séquestrées dans une membrane qui est une membrane de phagocytose qui s'est mise en place à leur entrée dans la cellule. Et ce sont ces bactéries-là, des rhizobiums, qui transforment l'azote atmosphérique en azote organique. Enfin, c'est plus compliqué. Voilà le fonctionnement de la chose. Alors je suis désolé, c'est une image un peu barbare, mais elle va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe dans le détail. Les cellules saines et les cellules où se trouvent des bactéries au sein des nodosités sont sous perfusion de carbone venue de la photosynthèse. Ici, c'est toujours l'auberge espagnole. La plante donne des photosynthétas, elle amène ce qu'elle a.
Les rhizobiums, eux, utilisent une partie de ce carbone qui rentre pour leur métabolisme énergétique, ce qui leur permet de produire, notamment grâce à des flux d'électrons qui passent dans des chaînes de transfert respiratoire membranaire, jusqu'à l'oxygène, donc qui leur permet de produire en respirant de l'énergie. En fait, un rhizobium respire comme les mitochondries de nos cellules parce que c'est tout simplement le même groupe évolutif, hein, c'est des alpha-protéobactéries, donc ils respirent. Et cette respiration libère l'ATP qui permet de faire fonctionner la nitrogénase, donc de transformer l'azote atmosphérique en ammoniac, première étape de l'intégration de l'azote à la matière organique. Et puis tout ça est redonné au partenaire qui prend la réputation d'engrais vert simplement parce qu'il y a des bactéries qui font le boulot. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans ce mécanisme, c'est qu'en fait, il y a un paradoxe qui se cache là-dessous. Vous comprenez qu'il faut beaucoup d'oxygène, notamment pour faire tout l'ATP, et il en faut beaucoup, pour faire fonctionner la nitrogénase. Il faut donc que la bactérie respire, mais la nitrogénase est une enzyme qui ne supporte pas l'oxygène. Elle a un complexe molybdène-soufre dans l'une de ses sous-unités qui s'oxyde dès qu'on est au-dessus d'1 millibar d'oxygène. Donc, en fait, un rhizobium, c'est un peu l'âne de Ruburidan, hein, il lui faut beaucoup d'oxygène et pas beaucoup d'oxygène, et au total, il est infoutu, lui, de fixer l'azote. Il ne le peut que parce que, dans la plante, deux circonstances sont réunies. D'abord, il arrive beaucoup de carbone, et donc il a beaucoup d'énergie, mais ça ne résout toujours pas mon problème d'oxygène, hein. Deuxièmement, stocké entre la membrane de séquestration et celle de la bactérie, il y a de l'hémoglobine, exactement la même que celle qu'il y a dans nos... Enfin, un homologue de l'hémoglobine qui circule dans notre sang. Cette hémoglobine a, comme chez nous, une forte affinité pour l'oxygène. Ce qui fait que tout l'oxygène qui arrive là est piégé par l'hémoglobine et il ne rentre pas dans la cellule. Donc, la nitrogénase peut fonctionner. En revanche, il est contre la membrane de la cellule et l'oxygène en question est disponible pour la respiration. Donc, la respiration peut avoir lieu et l'énergie nécessaire être produite. En d'autres termes, le micro-environnement créé par la plante permet au rhizobium de faire un boulot qu'en aucun cas il ne pourrait faire sinon. En conséquence, la fixation de l'azote est une propriété émergente qui ne préexiste pas dans les partenaires. Et ça, c'est une chose importante dans ces associations, c'est que non seulement, bien sûr, les microbes amènent des propriétés complémentaires, mais aussi, dans l'interaction, émergent des propriétés qui ne préexistent pas ou qui, en tout cas, n'existent pas dans les partenaires séparés. En fait, ce motif, on le retrouve chez les animaux. D'abord, bien sûr, vous savez qu'il y a des animaux qui ne digèrent pas sans microbes. En fait, tous les animaux digèrent un peu avec des microbes, mais alors j'en ai pris un. Vous me pardonnerez, j'ai pensé à la Suisse, et quand un Français pense à la Suisse, il pense, voilà, une histoire de barre de chocolat peut-être, je ne sais pas. Alors, donc, les vaches, vous savez, passent un temps fou à regarder passer les trains, à l'heure en Suisse. Je dis ça parce que j'ai failli rater mon avion. En France, ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas toujours à l'heure. Et donc, en fait, elles passent leur temps à mâchonner, 8 à 10 heures par jour. Et vous le savez sans doute, en fait, cette activité de rumination leur permet de mélanger le contenu de leur tube digestif, de bien le brasser. Dans le tube digestif en question, il y a de l'eau, des végétaux que la vache a broutés, et puis tout un tas de bactéries, alors on les voit à peine là, et de protozoaires et de champignons qui sont en train de s'attaquer à cette matière organique. Et donc la vache passe son temps à mélanger tout ça et finalement à aider à une digestion qui est une digestion microbienne. Cette rumination, vous voyez, est faite de déglutition qui renvoie dans le tube digestif la matière, puis de régurgitation qui permettent ces mouvements de brassage. En plus, la vache, alors c'est un film que j'ai fait moi, donc ça donne un peu le mal de mer par moment. Les vaches ont la fâcheuse, la caractéristique amusante de sécréter leur urine dans la bouche. C'est-à-dire qu'en fait, l'urée et les phosphates issus du métabolisme sont sécrétés dans la bouche, et tout ça, ça fertilise le contenu du tube digestif. Alors maintenant, si on regarde des fesses de vache, on s'aperçoit que la vache ne digère pas l'herbe, parce qu'il y a des morceaux d'herbe intacts dans les bouses. Bon, ils sont petits, mais ils sont intacts. Il y a de la lignée de la cellulose, tous les composants de l'herbe sont préservés. En fait, ce qui se passe, c'est que la vache met de l'herbe dans son tube digestif pour justement de l'herbe, et puis les produits d'excrétion de l'urée, des phosphates, dans son tube digestif pour nourrir au niveau d'une poche volumineuse qui est le rumen, pour nourrir des micro-organismes, ceux que je vous montrais précédemment.
Et il y a en aval de cette grosse poche un dispositif de filtration qui va permettre de filtrer des microbes, et ce qui est digéré dans le reste du tube digestif, ce sont des microbes. Si jamais des fragments d'herbe ont la bonne taille pour passer, ben, ils passeront, mais ils ne seront plus altérés. Les composants de l'herbe, eux, ne sont pas digérés par la vache. En fait, la vache digère des microbes. Et donc, je crois que mon micro est en train de céder à la fatigue. Et donc, finalement, bon, alors là, dans les enzymes digestives, hein, il y a des enzymes comme... Merci beaucoup. Des enzymes comme du lysozyme, hein, qui est typiquement... c'est 10% des enzymes digestives de la vache. Bon, bah, le lysozyme, c'est quelque chose qui détruit l'enveloppe bactérienne. Hein. Donc, finalement, on a ici un organisme qui, en fait, est microphage. Il mange des microbes. Enfin, il digère des microbes. Par contre, il ingère de l'herbe pour élever ces microbes. Cette remarque est importante parce que pour vous, ça paraît peut-être évident pour certains d'entre vous, mais aujourd'hui, il y a des gros débats sociétaux pour savoir s'il faut donner des farines animales aux vaches. Et tout le monde trouve que ce n'est pas normal de donner des farines animales à un herbivore. Certes, mais en fait, on les donne au microbiote de cet herbivore. Et ce débat sociétal, il est biaisé par une vision biaisée, en fait, des propriétés de la vache, qui est un microphage, qui digère des microbes, mais qui les élève. Alors, j'ai pris un cas extrême pour vous rappeler que la digestion peut être microbienne, mais la protection est également microbienne, et cette idée-là a surtout percé à travers l'étude des souris. Dans le tube digestif des souris, notamment, il y a, notamment au niveau du sécom, mais dans tout le côlon, il y a une grande quantité de bactéries, c'est 1 gramme, justement, sur un sécom de souris, ça, on a toutes les formes, de toutes les couleurs, des grammes plus, des grammes moins, bon. Il y a dans le tube digestif des souris un microbiote très abondant, qui est formé d'un nombre d'espèces, surtout bactériennes, élevées, qui a un rôle dans la nutrition, un peu moins que chez la vache, mais il y a quand même tout un tas d'enzymes digestifs qui viennent de ces microbes, et puis des vitamines fabriquées par ces microbes, notamment B, K, qui sont importantes pour le rongeur, mais il y a aussi un rôle dans la protection. C'est-à-dire que ces microbes, par les antibiotiques qu'ils produisent et par de la compétition, exactement comme le champignon qui est sur les racines, qui fait écran, ils vont faire écran à des pathogènes, mais il y a aussi, de façon indirecte, des modifications du système immunitaire de l'hôte. Comment le sait-on ? Aujourd'hui, et ces images viennent de Jouy-en-Josas, où un très bon laboratoire de l'INRA, celui de Joël Doré, travaille là-dessus, on sait élever sous bulle des souris complètement axéniques, c'est-à-dire privées de microbes. Et ces souris axéniques, qui sont nées la première génération par césarienne, qui ont été bien nettoyées, et puis qu'ensuite on élève, qui de génération en génération naissent dans un milieu sans microbes, ces souris axéniques nous racontent à quel point l'axénie affecte l'immunité. Elle nous montre, à contrario, le rôle de la présence de bactéries. On s'aperçoit que les tissus lymphoïdes, qui sont les tissus dans lesquels s'accumulent les lymphocytes, sont sous-développés. Alors si certains d'entre vous sont un tant soit peu médecins ici, ils vont immédiatement s'apercevoir que je ne suis pas très bon en biologie animale, parce que tout ça est très léger. Mais en tout cas, les organes du système immunitaire ou les accumulations de lymphocytes et de cellules immunitaires périphériques sont sous-développées. D'autre part, un certain nombre de gènes de l'immunité, des anticorps sécrétoires ou encore des complexes majeurs d'histocompatibilité se retrouvent sous-exprimés dans ces souris. En revanche, on peut, en rajoutant, au moins si la souris n'est pas trop vieille, en lui rajoutant des bactéries ou même d'ailleurs des fragments de bactéries tuées, on peut expérimentalement voir le rôle des bactéries et on s'aperçoit qu'en fait on restaure un fonctionnement standard du système immunitaire. Par exemple, avec des restaurations d'expression des gènes de l'immunité, un développement des tissus lymphoïdes. Et cet effet, il est non seulement observable au niveau du tube digestif, comme par exemple ces organes lymphoïdes ici de l'intestin, mais il est systémique, c'est-à-dire que le système immunitaire est modifié bien au-delà de l'endroit, la peau ou les boyaux, bien au-delà de l'endroit où se trouve le microbiote. L'effet est systémique et par exemple, on s'aperçoit que les lymphocytes deviennent plus réactifs. Alors là, vous voyez que c'est la capacité à réagir, de nouveau, c'est pas qu'ils sont
induits, mais ils sont plus inductibles lorsqu'ils sont en présence des antigènes correspondants. On a aussi des actions qui tempèrent certains natural killers. Alors ça, c'est intéressant parce que certains d'entre eux sont liés à des hyperréactions qu'on retrouve dans l'allergie. Et ça renvoie à cette hypothèse hygiéniste qui suggère que l'allergie soit due en fait à une exposition insuffisante aux microbes et donc à une régulation négative insuffisante de certains natural killers. Bon, bref, en d'autres termes, par rapport au système immunitaire et par rapport à la défense de l'organisme, il y a ce qu'on pourrait appeler une saleté propre, un niveau de contamination nécessaire pour mettre en place un système immunitaire et des défenses de l'organisme décents. Mais en fait, il n'y a pas que le développement du système immunitaire et la nutrition qui reposent sur des microbes. Et je dois vous montrer qu'un certain nombre d'autres traits développementaux sont liés à la présence du microbiote. Je vous propose ici un dispositif d'étude du comportement assez classique où on met des souris sur une croix dont 2 bras sont entourés de hautes cloisons. Et on regarde comment elle se comporte. Alors voilà une souris normale. Elle explore le milieu, elle a été déposée entre les 2 hautes cloisons, elle glisse le nez dehors, et vous savez que les souris, ça ne court pas au milieu de la pièce. Hein. C'est plutôt des organismes photophobes et qui se réfugient à l'abri, et elle continue de fait d'explorer le second bras protégé. On va maintenant refaire la manip avec une souris axénique qu'on dépose dans le dispositif, qui commence aussi une exploration et un tout petit peu plus vives, hein, elles ont souvent des motricités plus élevées. Et elle, par contre, elle n'a pas peur d'aller dehors, ce qui n'est pas un comportement de souris standard, ni de se pencher d'ailleurs, ce qui n'est pas très prudent. Et on peut se dire qu'elle va peut-être enfin revenir à la norme. Eh bien, en fait, non, elle continue à traîner dehors. Alors, cette expérience-là ne montre rien, mais on peut répéter de telles expériences et regarder statistiquement les comportements de souris axéniques et de souris entre guillemets normales. Dans cette expérience, dans ce papier remarquable de Diaz Heitz, les souris normales sont en fait des souris axéniques qui ont été recolonisées à la naissance et qui sont dans des stocks génétiques semblables aux souris axéniques. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des différences significatives de comportement, notamment les souris axéniques traînent plus souvent dans la zone ouverte. Quand on essaie de comprendre ça, et c'est ce qu'ont essayé de faire ces auteurs, on peut par exemple regarder ce qui se passe dans le système nerveux central. D'abord de façon violente. On broie tout et on regarde les taux de neurotransmetteurs synaptiques et les taux de forme dégradée, puisque pour la labilité du signal synaptique, les neurotransmetteurs sont ensuite dégradés. Et on peut faire le rapport de la forme dégradée à la forme active, ce qui nous donne en fait une approximation du turnover synaptique, de la vitesse de la labilité du signal synaptique. Ce que l'on voit, c'est que cette labilité est plus grande chez les souris axéniques. Leur turnover synaptique est plus élevé. Alors, quel est le lien avec ce qu'on a vu? C'est dur à dire. On voit qu'elles ne fonctionnent pas pareil. On peut aussi faire des tranches dans leur cerveau et faire par hybridation in situ l'analyse de l'expression de gènes classiquement exprimés dans le système nerveux. De cette étude, toujours celle de Diaz Heitz, je vous en propose 2. Un marqueur de l'anxiété dont l'expression est réduite chez des souris axéniques élevées dans les mêmes conditions que les souris normales. Un marqueur de la plasticité synaptique qui est nécessaire à la réorganisation synaptique, qui, vous voyez, est moins exprimé dans les souris axéniques. Bon, je n'ai pas dit que ça explique directement les comportements qu'on a observés, mais ces comportements différents sont en fait l'empreinte d'un système nerveux qui ne s'est pas développé pareil. Et une fois de plus, ça c'est réversible à la naissance en rajoutant des bactéries. On peut d'ailleurs envisager à l'avenir de rajouter des bactéries pour réorienter le comportement. Et on a déjà, avec des tests un peu grossiers de l'état dépressif des rongeurs, on connaît déjà des bactéries qui les rendent moins dépressifs. En gros, les tests, vous les connaissez peut-être pour certains d'entre vous, on les met à se noyer, on regarde combien de temps ils se débattent. Et plus ils sont dépressifs, moins ils se débattent. Quand on leur donne des anxiolytiques, ils se débattent plus longtemps. Quand on leur donne des agents qui favorisent la dépression, ils se débattent moins longtemps. Et bien quand on leur donne des bifidobactéries, ils se débattent plus longtemps. Donc, il y a plein d'éléments du développement qui font que ce qu'on appelle un animal normal, il est construit. Et toutes ces fonctions, nutrition, reproduction, développement, sont construites par des microbes. Et d'ailleurs, il y a un parallèle assez marrant quand même, c'est le parallèle entre la racine
où il y a plein de micro-organismes qui protègent, nourrissent et envoient des signaux modifiants systémiquement, et le tube digestif, où il y a plein de micro-organismes qui protègent, nourrissent et envoient des signaux qui modifient systémiquement. Et nous, on ne fait pas exception. Alors, on fait exception à tout le reste parce qu'on ne peut pas faire de tests avec des hommes axéniques et des hommes xéniques, hein, ça, c'est pas possible. Mais nous-mêmes, nous sommes profondément colonisés et adaptés aux bactéries. Je vous propose une image qui est une image à la fois émouvante et qui nous fait penser à un lien intraspécifique et qui, en fait, vous allez voir, est tout sauf ça. Vous savez que les nourrissons ont beaucoup de mal au début à réaliser la digestion. Ils ont des diarrhées qui sont violentes, ils ont des douleurs qui ne sont pas agréables, enfin on ne s'en souvient pas, mais ça ne doit pas être très très agréable. Et en réalité, un de leurs problèmes, c'est qu'ils n'ont pas encore cette flore qui aide à digérer, qui protège des pathogènes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des procédures pour inoculer les bonnes bactéries au début du développement. Mais revenons à l'image que je vous proposais tout à l'heure. Dans le lait maternel, il y a des composants étranges. Bon, bien sûr, il y a surtout de l'eau. Mais parmi la masse sèche, domine le lactose, les lipides. Bon. Et on pourrait se dire que viennent ensuite les protéines. Eh bien, pas du tout. Ce sont des polysaccharides, et des polysaccharides d'autant plus bizarres que l'enfant ne les digère pas. Autant vous dire que dans les laits maternisés, on s'est empressé de ne pas en mettre, puisque ça ne sert à rien. Or, il s'avère que ces polysaccharides sont très digestes pour celles des bactéries qui sont souhaitables dans le tube digestif. Et d'ailleurs, certaines bifidobactéries, comme Bifidobacterium infantis, se sont spécialisées dans leur utilisation. Ont des gènes qui leur permettent de récupérer ça, de l'hydrolyser. Et en fait, il y a dans le lait, et c'est pour ça que je vous disais que l'allaitement est tout sauf une relation intraspécifique, c'est aussi une relation interspécifique, il y a dans le lait humain des choses qui sont sélectionnées sans doute pour servir au microbiote, pour installer rapidement un microbiote. Donc ça veut dire que nous-mêmes nous portons l'empreinte de cette idée qu'il n'y a pas d'animaux sans microbes, et le plus jeune possible, le mieux. Mais il n'y a pas non plus de civilisation sans microbes. Alors là, je vais vous parler de choses que vous connaissez, et je vais juste vouloir leur redonner un sens. Dans ce petit déjeuner fort copieux, on sent quand même une présence microbienne forte. Le fromage, les yaourts, le pain, bien sûr, qui a été fermenté. Je ne sais pas si c'est du café, mais le café est fermenté aussi, ça c'est moins connu, ce qui lui donne son acidité. Parlons 2 secondes de laitage. Nous appartenons à des groupes culturels buveurs de lait. Et tout le monde, en fait, ne digère pas bien le lait. Je n'ai pas de chiffres suisses, mais j'en ai pour vos voisins de l'Ouest. Il y a 36% des Français qui digèrent mal le lait. Et leur problème, c'est que, bien sûr, étant enfant, ils le digéraient, mais à l'âge adulte, ils ont perdu les lactases qui permettent de cliver le lactose, si abondant dans le lait, qui permet de cliver le lactose en 2 résidus, un glucose et un galactose, assimilables. Donc quand ça arrive dans l'intestin, ben là, il y a des bactéries qui font la fête avec, hein, elles le fermentent, avec 2 conséquences majeures: augmentation de la pression osmotique par les produits fermentaires, donc diarrhée, et acidité des produits fermentaires qui abîment la muqueuse, donc une muqueuse qui fonctionne moins bien. Si je fais passer plus vite un bol alimentaire sur une muqueuse qui fonctionne moins bien, vous comprendrez que la consommation de lait est interdite à tous ceux qui n'ont pas de lactase à l'âge adulte. Or, quand on regarde les premiers peuplements d'éleveurs de vaches en Europe, et d'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'ils en faisaient du lait, ils utilisaient le lait, et ben on s'aperçoit que quand on séquence leur gène de lactase, je passe sur le détail, en fait, ils n'étaient pas capables de digérer le lait à l'âge adulte. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient de ce lait ? La réponse vient notamment de Pologne. C'est un très bel article publié en Nature par des collègues de l'université de Gdansk qui ont trouvé ces poteries dont l'intérieur contient des résidus d'acide gras du lait. Et puis, c'est des poteries avec plein de trous. Donc, ça, c'est interprété comme des poteries pour faire des faisselles. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour... alors attendez, voilà. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir accès au lait ? D'abord, on a fait coaguler le lait et l'essentiel du lactose s'en va avec le petit lait. Et deuxième opération, après, on fait fermenter ces fromages blancs ou ces fromages. Et là, le reste de lactose est éliminé par des microbes.
Et donc, ce n'est sans doute qu'ensuite qu'on a commencé à boire du lait et qu'on a eu une sélection positive des individus capables de digérer le lait à l'âge adulte. En tout cas, notre premier accès au lait, ça a été un accès microbien, car le lait est toxique pour les adultes. Alors, on ne réalise pas ça parce que c'est vrai que nous avons été, par sélection maintenant, habitués, construits pour la plupart d'entre nous par sélection, de telle façon que nous digérons le lait. Mais historiquement, c'est des choses comme ça qui ont rendu le lait digeste. J'ajouterais que ces microbes protègent le lait, car en s'installant soit dans le cœur du yaourt, soit sur la croûte, ici c'est une jolie croûte de Saint-Nectaire qui n'a pas été touchée, donc elle a encore son poil de chat bien touffu, là, son mucor bien touffu, en s'installant là, elles font écran à l'installation de pathogènes. Regardez plutôt, c'est pour ça que je vais parler du Saint-Nectaire. On va regarder la croissance de l'Listeria, donc une bactérie pathogène susceptible de s'installer sur les fromages, sur un fromage sur lequel sur du caillé sur lequel on n'a rien mis, l'Listeria se développe bien, sur un caillé sur lequel on a mis des mélanges de souches industrielles, caprice des dieux, ou autre monstruosité, vous voyez ce que ça donne, hein, ça se développe un peu moins, mais ça se développe. Oui, il n'y a pas de barre d'écart type, c'est bête. Hein. Et quand on met tout simplement une flore cultivée à partir du Saint-Nectaire, eh bien, vous voyez que l'effet d'écran est accru. Il n'y a pas du oui-non, mais ça se développe moins bien. En fait, on retrouve l'intérêt d'une saleté contrôlée qui finalement est plus propre qu'une absence totale de microbes. Ça, c'est vraiment un truc important. Et pour le coup, on retrouve des fonctions qui sont très proches de celles que les bactéries ont dans le tube digestif. Aider à digérer, détoxifier et puis protéger des pathogènes. Les céréales, c'est pareil. La plupart des civilisations agricoles se sont bâties sur l'utilisation de l'amidon en très grande quantité, fourni par le riz en Asie, le blé et l'orge en Europe dans la suite du croissant fertile, et le maïs en Amérique. Mais le problème de ces graines-là, c'est que, elles contiennent beaucoup d'amidon, c'est sûr. Regardez, là, on a une coupe de la périphérie de la graine, on voit tous les grains d'amidon, mais en surface, il y a une couche qu'on appelle la couche à hyalurones. Et cette couche à hyalurones est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Elle contient plein de protéines qui, lors de la germination, servent à dégrader l'amidon et à en libérer le glucose. Donc, c'est une source de protéines, et ça, c'est plutôt bien, puisque ça complète l'amidon. Mais dans ces couches à hyalurones, il y a surtout les grains d'hyalurones, que vous voyez là, qui sont colorés par un colorant particulier, qui sont en fait des précipitations du contenu vacuolaire dans la graine desséchée et qui contiennent des phytates. Et les phytates sont une très bonne idée pour la graine et une très mauvaise pour nous. Les phytates sont tout simplement des inositols estérifiés par du phosphate. Sous cette forme, le phosphate est beaucoup moins soluble et ça permet que la graine, quand elle se réhydrate, ne perde pas par lessivage tout son phosphate. Comme c'est un polyanion, il a tendance à réagir avec les cations, notamment les cations divalents. C'est un piège à calcium, à magnésium et à fer, qui du coup ne se retrouvent pas non plus lessivés lors de la réhydratation de la graine. Et c'est génial parce que sous cette forme, c'est quasi inutilisable par les autres organismes, et donc en particulier les pathogènes qui s'attaquent aux graines, ils sont carencés en fer, carencés en magnésium, carencés en calcium, et ils ne trouvent pas le phosphate. Sauf que nous, quand on mange ça, on ne récupère pas le phosphate, et comme on se met un polyanion dans le ventre, dans le tube digestif, on immobilise le magnésium, le calcium et le fer. Et les premières céréales ont entraîné des dégâts avérés archéologiquement tragiques sur le squelette des premiers agriculteurs. On a perdu 15 à 20 cm par rapport aux chasseurs-cueilleurs au néolithique, sans compter des lésions osseuses carabinées. Sauf qu'une des façons qu'on a trouvé d'arriver quand même à manger ces graines qui étaient nourrissantes malgré des composés relativement toxiques, c'est de les fermenter et de mettre ces graines, ou le contenu de ces graines, en présence de levain dont les bactéries contiennent des phytases. C'est leur façon d'accéder au phosphate et puis de libérer les cations. Et donc, après panification au levain, déjà le pain est meilleur pour plein de raisons qu'on n'a pas le temps de raconter, mais en particulier, on a libéré le phosphate et on empêche la déminéralisation de celui qui consomme les céréales. Alors évidemment, on a un peu oublié ça. Pourquoi ? Parce que depuis, on a sélectionné les céréales qui contiennent des taux de phytates légèrement inférieurs. Et puis même maintenant, on met carrément des phytases dans les farines.
Donc on a oublié ce problème, que les céréales se battent pour ne pas être mangées et que les premières qu'on a domestiquées se battaient très efficacement contre nous. La choucroute, qui est devenue un plat amusant, a été historiquement la seule façon de manger les choux qui sont toxiques à cause des glucosinolates sulfurés qu'ils contiennent. Le chou sauvage, c'est toxique. Le manioc, alors j'étais à peu près sûr qu'il serait question de manioc, donc où j'ai ressorti ces vieilles diapos, elles sont pas belles. Hein. Le manioc, on fait ce qu'on appelle le rouissage du manioc. Le rouissage traditionnel, on le balance dans de l'eau à pourrir, et en fait, le manioc, au moins les formes sauvages ou les premières formes domestiquées, maintenant il y en a qui sont doux et qui n'en contiennent pas, contient des composés cyanogénétiques ou cyanogéniques qui sont décomposés par les bactéries lors de la fermentation. L'accès au manioc, historiquement, il a été un accès bactérien. Et ici, les chemins de l'évolution culturelle recoupent les chemins de l'évolution biologique en utilisant des microbes pour se protéger, pour s'aider à digérer et, plus globalement, en utilisant des microbes pour toutes les fonctions biologiques. Oui, parce que dans ces aliments-là, il y a quand même plus de vitamines dans cette croûte de fromage et dans les bactéries qui sont là que dans les aliments séchés dont on dispose par ailleurs quand on fait des réserves pour l'hiver. Il y a donc aussi des fonctions nutritives. Alors évidemment, il y a une forte dimension culturelle. Quand je vais au Japon, mon plateau repas contient du poisson fermenté. Alors ça peut paraître bizarre, mais en réalité, ça pue, hein. Exactement comme le fromage. Mais quand on en mange, ça a le goût de fromage, parce que c'est des protéines fermentées, tout simplement. Là, on a du soja fermenté, ce qui est très bon pour détoxifier la diazéine du soja. Bon, ce n'est pas les mêmes fermentations, mais je crois pouvoir affirmer qu'on ne fait pas de civilisation, on n'a pas fait nos civilisations modernes sans microbes. Et globalement, on ne fait pas de vie sans interaction. Alors, je voudrais insister là-dessus, on n'est jamais seul, que ce soit biologiquement ou culturellement. On n'est jamais seul. Voilà, je fais de la pub, c'est pour juin prochain, chez Actes Sud, si ça vous intéresse, si je ne vous ai pas trop ennuyé. L'idée que j'essaie de défendre aujourd'hui dans ce livre, c'est qu'en fait, les organismes n'existent pas. C'est une façon de nous représenter le monde, et une façon qui était commode parce que nous sommes gros et que dans le macroscopique, on voit des arbres, on voit des herbes, on voit des champignons, on voit des hommes. Mais si nous étions plus petits, nous verrions cette glu continue de microbes qui engluent, emballent tout, structurellement, mais aussi fonctionnellement. En fait, ce qui compte, c'est l'interaction biologique. Je n'ai pas dit que les organismes n'existaient pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une façon de voir le monde et qu'elle a rendu son heuristique pendant 2 siècles, et que maintenant, peut-être que l'heuristique, c'est de regarder l'interaction. Et donc, pendant 2 siècles, on a dit qu'une toile d'araignée, c'était des points où se croisaient les fils, et maintenant, ce que je prétends, ce que je veux défendre, c'est qu'une toile d'araignée, ce sont des liens entre ces points. Vous êtes d'accord que les 2 approches sont complémentaires, la toile d'araignée, c'est les 2, mais ça fait 2 siècles qu'on étudie les organismes. Il serait temps de comprendre qu'effectivement, l'interaction structure la biologie, et le plus souvent, c'est une interaction qui implique des microbes. On n'est donc jamais seul, ni structurellement, ni fonctionnellement. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet de relire les micro-organismes. Et sur ce, en vous indiquant le site web où sont publiés les travaux de vulgarisation ou de recherche de mon équipe, je vous remercie de nouveau vivement de m'avoir accueilli. De toute façon, il faut que je rende le micro parce qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Merci aux 2 conférenciers. Je crois qu'ils nous ont donné des exemples assez marquant d'un aspect un petit peu méconnu de la biodiversité, qui est la biodiversité au niveau des microbes, parce que le grand public, il est plutôt, disons, habitué à parler de biodiversité au niveau des espèces, au niveau des écosystèmes, au niveau des plantes et des animaux, mais il ne faut pas oublier que quelque part caché dans tout ça, il y a des microbes qui ont beaucoup d'importance. Donc le moment est un petit peu le moment pour poser des questions, s'il y en a, et les 2 conférenciers seront prêts à répondre à ces questions, je vois déjà là. Est-ce que les 2 conférenciers pourraient venir ici devant pour répondre aux questions?
J'aimerais juste savoir si la diversité à l'intérieur d'un individu, elle est stable. Si la diversité génétique dans un Génétique à individu... l'intérieur d'un individu que vous nous avez montré, si elle est stable. OK. Donc, comme j'ai montré dans la présentation, nous avons développé un système pour créer des nouvelles souches qui sont génétiquement différentes que les parents. Après, on a développé un système que nous pensons maintenir stable le système génétique ou la diversité génétique à l'intérieur du champignon. Mais il faut cultiver le champignon pendant plusieurs générations pour tester l'hypothèse que c'est stable. Et donc, jusqu'à maintenant, nous avons fait, je pense, 10 ou 12 générations. Et à chaque génération, on regarde la diversité génétique à l'intérieur du champignon et on pense que c'est stable. Mais ça ne veut pas dire que c'est stable quand on utilise ça avec les plantes dans un système agricole. C'est vraiment les résultats que nous avons au labo qui montrent que dans le labo, c'est stable. Donc, on ne sait pas encore si c'est stable dans les systèmes naturels. Merci. Oui, merci beaucoup pour les deux conférences qui étaient vraiment très intéressantes. Juste une question méthodologique en Colombie, là, dans ces champs. Comment vous faites pour vous assurer que la quantité, enfin je ne sais pas, de ce qui est distribué dans le manioc ou dans d'autres cultures est plus ou moins exactement ce que vous attendez? Parce qu'il y a des différences de qualité de ce que vous donnez, là, les souches parentales, les enfants, les petits-enfants. Puis après, il y a aussi la quantité, je pense, qu'on met. Et comment est-ce qu'on s'assure que tout ça est distribué de manière, disons, homogène? OK, pour l'inoculation des plantes, du manioc, on fait une solution des spores, pas une solution, une suspension des spores. Il faut bien mélanger tout le temps et on trempe les petits morceaux des tiges du manioc dans cette suspension avant de les planter. Donc, on compte le nombre des spores qu'on met dans cette suspension. Donc, ça, c'est contrôlé pour chaque plante qu'on couvre avec ces spores du champignon. Et ça veut dire que si on utilise les tiges du manioc qui sont plus grands, on va mettre, quand on trempe les tiges dans la suspension, on va mettre plus de spores. Donc, il faut aussi contrôler exactement la taille des tiges que nous utilisons. Alors, en Colombie, j'ai dit que c'est facile à travailler en Colombie. C'est facile parce que, par exemple, dans la production des tiges de manioc pour planter dans la prochaine génération, ils coupent les tiges et ils essaient d'avoir exactement la même taille. Donc, il y a très peu de variations entre les tiges qu'on plante par rapport à la taille. J'ai dit que c'est difficile en Afrique, de travailler en Afrique, c'est parce qu'on a une énorme variation de taille des tiges et qualité des tiges qu'on plante dans les expériences. Donc, c'est bien contrôlé en Colombie, pour les expériences en Colombie, mais en Afrique, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Ça pourrait être un problème pour l'interprétation de nos résultats en Afrique dans l'avenir. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que vous osez encore utiliser des antibiotiques? On assassine nous-mêmes avec ça, non? Je pose la question à vous. En fait, c'est compliqué parce que vous sentez bien qu'il y a des cas où l'utilisation d'antibiotiques est requise. Mais peut-être qu'on a eu la main un petit peu leste là, hein, au niveau de l'utilisation des antibiotiques dans des cas où c'est pas vraiment vital. Et puis aussi avec, là c'est l'évolutionniste qui parle plus, hein, des façons d'utiliser antibiotiques complètement catastrophiques. Je veux dire, on utiliserait 3 antibiotiques à la fois et les mêmes pendant 3 ans sur le globe entier en changeant d'antibiotiques au bout de 3 ans en prenant 3 autres. Je pense que là, on aurait moins de problèmes avec les résistances. Hein. Donc, il y a eu effectivement des utilisations qui ne prenaient pas en compte les mécanismes d'évolution
des bactéries et des utilisations abusives. Ce que l'on sait des antibiothérapies sur le contenu du tube digestif, c'est qu'elles modifient transitoirement, fortement la diversité. Elles la diminuent, elles font surreprésenter évidemment les bactéries résistantes et donc elles éliminent un certain nombre d'espèces. En revanche, assez souvent, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, la flore revient, il y a une résilience de l'écosystème microbien du tube digestif chez l'homme et on revient au point de départ. Sauf qu'il y a une petite poignée de patients chez qui, par contre, on fixe définitivement, ou en tout cas sur plusieurs années, une microflore complètement différente. Avec quel effet, ça on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que la résilience du tube digestif n'est pas forcément complète chez certains individus. Et on n'a pas encore de conséquences là-dessus, mais clairement, il y a peut-être demain des prises en compte du terrain des individus et de leur type de microbiote dans le choix des antibiotiques. Ça, c'est sûr. Là encore, ce sont des conséquences dont on ne mesure pas le versant fonctionnel. C'est juste les conséquences en termes de diversité de bactéries dans le tube digestif. Pour les études sur les mycorhizes, est-ce que vous avez aussi regardé si ça a un effet sur les qualités nutritives du manioc plutôt que le rendement? Question difficile parce que, en fait, dans le manioc, il y a vraiment l'amidon. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre que l'amidon. Donc, c'est le carbohydrate qu'on produit quand on fait le manioc. Donc, si on regarde le poids sec de ces racines qu'on produit, le manioc, c'est exactement corrélé avec le niveau d'amidon. Il n'y a pas vraiment autre chose à mesurer dans les racines de manioc. Il n'y a pas beaucoup de protéines, par exemple. Il n'y a pas de lipides. Pourquoi avoir choisi le manioc si c'est que de l'amidon? Ah, ok. Donc, c'est parce qu'on a un problème dans les régions tropicales pour nourrir les gens. Et une des choses importantes, c'est les carbohydrates. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas produire d'autres choses. C'est une bonne question parce que, en fait, jusqu'à maintenant, quand les Nations Unies, l'organisme qui s'appelle le Food and Agriculture Organization des Nations Unies ont parlé de la sécurité alimentaire. Dans les dernières 10 années, par exemple, ils ont concentré beaucoup pour augmenter la production des plantes cultivées qui produisent le carbohydrate, donc les calories. Mais en fait, c'est très, très clair que pour vraiment nourrir la population, il faut avoir un régime qui est composé de diverses plantes et d'avoir un bon niveau de protéines et aussi lipides. Et donc maintenant, on commence de travailler sur l'augmentation de la sécurité alimentaire en produisant d'autres plantes qui produisent probablement moins de carbohydrates, mais peut-être les lipides ou les protéines. Donc c'est une bonne question. Donc on a commencé avec le manioc. Mais pourquoi le manioc? C'est parce que nous sommes dans une période où il y a des fortes perturbations de notre environnement. Ça veut dire, par exemple, bon, vous avez vu les photos de la famine en Éthiopie dans les années 80. Ça, c'était à cause, bon, partiellement à cause de la sécheresse, mais c'était aussi des problèmes politiques. Il y avait une guerre aussi. Mais quand on a des perturbations de l'eau, par exemple, pendant les sécheresses, si la population nourrit principalement des céréales, le blé ou d'autres céréales,
Pendant la sécheresse, la productivité descend fortement. Le manioc, c'est considéré comme une plante qui est très importante pour la sécurité alimentaire parce que quand on a des grandes fluctuations de la pluie, des grandes fluctuations une année à l'autre, la productivité du manioc reste assez stable. Donc même dans les périodes de sécheresse, on peut produire le manioc et donner, on espère, assez de nourriture pour la population. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec le manioc. J'ai pas compris. Yam. C'est pas une convolvulacée, non? Ouais. C'est que de la mais le yam, c'est aussi que de l'amidon. Hein. Je veux dire, c'est pas mieux en termes d'apport protéique ou vitaminique. Hein. Mais oui, je ne me rappelle plus le nom du yam. Peut-être quelqu'un le sait ici. Je crois que c'est une convolvulacée, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Il y a une question ici. Moi, c'était plutôt par rapport les bactéries, comment elles entrent, entre guillemets, dans la vache et la souris, par exemple. Voilà, c'est une bonne question. Il y a deux grands modes extrêmes de transmission des symbioses microbiennes. Le premier, c'est celui des symbioses racinaires comme les mycorhizes ou les nodosités. C'est lors du développement, l'association se fait de nouveau à partir de champignons ou de bactéries venues de l'environnement. On l'a dit, horizontale cette transmission. On réattrape la chose. Et pour les symbioses racinaires, c'est normal parce qu'elles sont loin des graines. Donc la colonisation des graines est tout simplement mécaniquement peu probable, peu possible. Donc n'est pas apparue dans l'évolution. En tout cas, c'est un constat. Après, il y a la transmission verticale. Bon, c'est le cas de bactéries dont je n'ai pas parlé, mais qui sont quand même super au cœur des plantes et des animaux. C'est tout ce qui est mitochondries et chloroplastes, qui sont d'anciennes bactéries et qui, elles, sont transmises en fait par le biais des cellules reproductrices. Une transmission verticale. On l'hérite des symbiotes des parents. Évidemment, à la naissance, comme on l'a dit, les petits sont axéniques. Ils se colonisent très vite à partir du milieu. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le milieu d'une petite souris ou d'un enfant humain, d'un nourrisson? Les parents. En fait, le début de la colonisation du nourrisson, c'est la microflore vaginale lors de l'accouchement et puis aussi de la microflore fécale parce que, désolé de ce détail, mais au moment de l'accouchement, il y a quand même un peu de... Et donc, au total, c'est en fait les bactéries de la mère qu'on va retrouver dans l'enfant et puis aussi ceux du père. Et là, il y a tout un catalogue d'interprétations microbiologiques qui ne sont qu'une partie de l'histoire, j'en suis certain, mais de tous les contacts mère-enfant ou père-enfant, qui sont aussi des contacts contaminants. Hein, les baisers déposent des bactéries sur la peau, et les enfants mettent tout à la bouche, donc ils finissent par se contaminer avec tout ce qu'on a mis sur leur peau, ou ce qu'ils ont mis eux-mêmes sur leur peau. Donc voilà, une contamination donc, qui est issue de l'environnement, évidemment il va y avoir des filtres, tout ne va pas s'installer, et qui est issue notamment dans cet environnement des parents. On dit que c'est une transmission pseudo-verticale, et c'est la même chose hein, pour le petit veau, qui se retrouve rapidement colonisé par notamment sa mère le lèche, et le léchage, quand on rumine, c'est pas simplement baveux, c'est plein de microbes. Par parenthèse, hein, c'est pour ça que si on vit dans un milieu trop propre, la colonisation est éventuellement moins diverse et n'assure pas forcément les maturations idéales du système immunitaire. Et ce que nous raconte l'hypothèse hygiéniste, c'est que beaucoup de problèmes comme les allergies qui sont en train de se développer dans les sociétés modernes sont dus au fait que l'exposition n'est pas assez précoce à une microflore assez diverse pour assurer le développement normal du système immunitaire. Vous n'avez pas parlé des lapins qui remangeaient leur défection. Alors, quand on digère avec des bactéries ou des champignons ou n'importe quoi, il y a deux façons de faire. Soit on les élève en quelque sorte devant l'estomac. Et donc on peut les digérer. Alors c'est intéressant
parce qu'on va aller récupérer complètement leur contenu. Hein. Par contre, ils vont se servir d'abord dans les bonnes choses. Par exemple, une vache n'a pas accès aux acides gras insaturés des plantes, parce que tout est pris par les microbes qui transforment ça en acides gras saturés. Bon, je suis schématique. La deuxième façon de faire, c'est d'élever les microbes en aval de l'estomac. Alors là, évidemment, la bestiole peut se servir d'abord de ce qu'il y a de mangeable, et puis ensuite, dans son sécom, c'est le cas des souris, le reste de ce qu'elle n'a pas pu digérer va être mis à disposition de ces micro-organismes. Bon, cela dit, vous remarquerez que si les micro-organismes protègent des toxines, et c'est le cas par rapport aux toxines alimentaires, quand ils sont loin dans le tube digestif, ce n'est pas idéal. Bon, le problème, c'est que quand on a une digestion, donc après, dans le sécom par exemple, ou dans l'intestin, après l'estomac, on n'a pas accès à toute la biomasse des bactéries. On récupère que l'activité de leurs enzymes, des choses qui fuient hors des cellules ou qui sont libérées par l'explosion ou la mort de certaines cellules. Mais pour l'essentiel de la biomasse microbienne, on ne la récupère pas. Par contre, la bestiole peut se servir elle-même d'abord dans la nourriture. Et effectivement, dans beaucoup de groupes, mais beaucoup de groupes, hein, il y a des marsupiaux qui font ça, il y a les lagomorphes, évidemment, les lapins. Il y a un truc qui est tout simple, c'est qu'il y a deux types de crottes. Il y a les crottes qui sont vraiment des crottes de déchets, et puis il y a des crottes qui sont des crottes de vidange du sécom, qui sont des crottes molles et qu'on ne voit jamais, parce qu'en fait, les bestioles les avalent tout de suite quand ils les font. Et ces crottes-là, en fait, vont reboucler dans le tube digestif, et elles vont repasser. Ça revient à bénéficier à la fois de se servir d'abord dans la nourriture qui vient de rentrer, néo-arrivante, et de récupérer la biomasse microbienne. Évidemment, dans ces cas-là, les bestioles sont adaptées à manger leurs microbes, et ce n'est pas notre cas. Nous, on ne peut pas manger des choses contaminées par des fesses. Et ce qui est assez important sur ces microbes, oui, c'est que ces crottes-là sont 2 à 3 fois plus riches, par exemple, en azote que la nourriture moyenne du lapin. C'est-à-dire que c'est vraiment un concentré de bonnes choses. Elles sont bourrées de vitamines, et quand on empêche des rats ou des lapins de manger leurs fesses, ils sont hyper carencés en tout un tas de vitamines, parce qu'en fait, vraiment, l'utilisation de la biomasse de ces crottes est importante. Voilà, c'était en 2 mots les pré- et les post-fermentaires, les 2 solutions qu'il y a pour digérer avec des microbes. Je remercie le public et les conférenciers. Et je vais juste dire quelques mots pour terminer, pour conclure, en disant qu'à la FBM, la biodiversité, c'est une thématique centrale. Ça dépasse ce qu'on a entendu aujourd'hui. On peut parler, par exemple, des chercheurs qui travaillent sur les modifications climatiques et l'effet que ça peut avoir sur la biodiversité, des chercheurs qui, dans les sciences fondamentales, font de l'expérimentation et utilisent cette biodiversité pour comprendre les mécanismes. Il y a beaucoup de diversité génétique entre individus, entre espèces, mais aussi à l'intérieur d'une espèce. Et on bénéficie énormément de cette diversité génétique pour comprendre des phénomènes en comparant des individus qui sont différents les uns des autres. Et c'est un outil extrêmement utile qu'il faut donc conserver pour pouvoir continuer à découvrir ce qu'on fait tous les jours. Et puis finalement, si on va même du côté médical, il y a un grand programme au CHUV qui est mis en place pour essayer d'obtenir le génome d'un grand nombre de personnes, parce qu'en comparant ces génomes, on va pouvoir comparer et évaluer cette diversité biologique pour essayer d'associer des différences de génétique avec des maladies ou avec des propensions à contracter certaines maladies. Donc cette diversité biologique, elle est essentielle. Et puis, puisque le thème de cette conférence était la biodiversité de la recherche aux discussions, aux décisions politiques, comme scientifique, on peut juste simplement renforcer cette information auprès des politiciens, c'est que la biodiversité, elle est non seulement nécessaire pour le devenir de la planète, on a eu des bons exemples aujourd'hui, mais elle est aussi extrêmement nécessaire pour comprendre des mécanismes fondamentaux et qu'on espère que toutes les décisions vont être prises pour maintenir cette biodiversité au-delà de la sauvegarde de certains écosystèmes. Mais c'est vraiment une question beaucoup plus générale, une problématique beaucoup plus générale, et qui, j'encourage tous les scientifiques, comme citoyens, de transmettre ce message auprès de leurs proches et auprès des politiciens en disant, ben voilà, on a de nombreux exemples qui montrent que cette biodiversité est non seulement très importante, mais elle est essentielle. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette séance et j'espère que la biodiversité de l'apéro sera à la hauteur de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Merci.